Attention! Cet épisode d'Equilibrium comporte des spoils sur les films suivants. Shutter Island de Martin Scorsese, Haute Tension d'Alexandre Aja, The Usual Suspects de Bryan Singer et Now You See Me de Louis Leterrier. Bonne écoute! 2, 3, 4. We're watching movies while the stock markets crash. We got no work and we got no cash. Rebonjour pour ce podcast d'Arcalux. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On a pris un break pendant quelques temps avec le confinement et tout. C'était un peu difficile de revoir notre studio d'enregistrement, ce qui fait que maintenant on enregistre de chez nous, comme il faut voir au setup. Un peu moins construit, un peu moins parfait que ce qu'on avait. Mais écoute, on espère quand même vous donner un show qui va avoir d'allure, avec une espèce de formule un peu changée, où on va parler de plusieurs sujets en fait en une émission, et aussi faire de quoi d'un peu plus casual, si je peux dire ça comme ça. Dans le fond, de faire que tout le monde puisse trouver leur compte et trouver ça intéressant sans que ce soit trop lourd comparé à ce que notre ancienne émission pouvait être. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Samuel Larivière, un des membres fondateurs d'Arcalux. Je vais laisser les autres gens autour de la table se présenter tour à tour. Oui. Ben, moi c'est Victor. J'ai participé à quelques épisodes de Arcalux déjà. Et puis très content de revenir pour ce nouvel enregistrement, en mode un peu guérilla, ouais, comme tu l'as dit. Ouais. Mais ça fait plaisir, c'est des bonnes sensations. Victor aussi qui s'occupe du blog, Plan A, que vous pouvez retrouver au arcalux.ca. C'est vrai, on va avoir des nouvelles bientôt du blog en passant. Hein. Ouais, c'est ça, en fait au moment où cette vidéo-là va sortir, il y a des très fortes chances que le blog soit up and running. Ouais, on va mettre un peu de stock là, ça va faire du bien. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que je vais m'avancer en deuxième. Également fondateur d'Arcalux, j'ai participé à l'émission, on m'a vu à peu près jamais, sauf en photo modifiée. Mais on m'a entendu certainement dans quelques épisodes, alors ça me fait plaisir de revenir avec vous. Alex Marchand, mesdames et C'est messieurs. ça. C'est vrai, je pense que j'ai même pas dit mon nom, mais écoute, Alors moi, je suis le deuxième Victor. Victor Montea, j'ai connu les messieurs ici... Les messieurs ici, ouais, exactement, genre à l'université, puis ouais, c'est ça. J'ai un petit background en scénarisation. Ouais, puis tu sais, comme Victor, je pense que tout le monde ici vient un peu de la scénarisation en général. Puis mon nom c'est Sébastien Maillancourt, je suis l'espèce de petit gobelin qui suit les deux autres. Le gobelin du jeu vidéo. Les globelines. Le sidekick. Ouais, exactement, c'est le sidekick. Donc, on va commencer immédiatement avec les actualités de la semaine. Donc, Alex, je te cède la parole pour commencer. Ben oui, certainement. Écoute, moi, je vous annonce le nouveau film qui s'appelle Kajillionaires, si je me trompe pas. C'est par Miranda Julie? Hey, je l'ai vu. Mais ouais, c'est ça. Evan Rachel Wood, qui est une super belle actrice qui a joué dans... qui a joué dans la série Westworld, qui est la série que je fais en ce moment. En effet, on vous laisse quelques images. Qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine? Il y a aussi le nouveau film de Paul Thomas Anderson qui n'a pas de titre encore mais qui est en train de rentrer en production. Il y a actuellement de très fortes rumeurs, donc des pourparlers avec Bradley Cooper pour que ce soit lui qui est un des rôles principaux dans le film. Tout ce qu'on sait, c'est que ça se passe dans la vallée de San Fernando, en Californie, que ça tournera autour de l'histoire d'un enfant star, un enfant acteur qui essaie d'intégrer un lycée. Et on ne sait pas plus pour le moment. Mais très content de revoir Paul Thomas Anderson à un projet derrière la caméra, en tout cas. Ouais, clairement. C'est bon. Je sais qu'il y a dernièrement il y avait des nouvelles concernant Tenet, le film de Christopher Nolan. Ouais. Puis, dans le fond, il l'avait reporté. Puis aux dernières nouvelles, il va les sortir un peu comme en bloc, dépendamment comme les régions. Puis les États-Unis, ça va être une des dernières régions justement qui va sortir. La première, dans le fond, release, ça va être le 26 août. Le Canada, aux dernières nouvelles, c'était le 27. Puis les États-Unis, ça va être le 3 septembre. Ouais. Chose très spéciale parce que généralement, les sorties des gros blockbusters américains se font évidemment aux États-Unis. De moins en moins, ça se fait. Ah. D'abord en Asie et en Europe, comme projection de test, et ensuite ça fait suite. Ouais, moi aussi, il m'a appris ça tout à l'heure, c'est comme... On apprend tous les jours. Il y a une bonne raison d'écouter Plan A de Arcalux, c'est parce qu'on apprend plein de choses. Mais écoutez, parlant de films délayés, Victor. Oui, ben délayé entre guillemets.
on a enfin eu la confirmation genre d'un Snyder Cut. Moi qui est un avide fan de comic book, j'ai été starstruck, je sais pas comment dire ça. Flabbergasté, merci. J'ai été flabbergasté par cette nouvelle extrêmement grande, d'avoir enfin la vision genre véritable de Zack Snyder qui va sortir au grand écran, puis au grand écran, plutôt au petit écran, là, vu qu'il va sortir sur HBO Max en 2021. Puis, ouais, c'est ça, c'est super cool d'enfin, genre, de voir, genre, le pouvoir qu'ont les fans par rapport à, genre, les grosses productions hollywoodiennes. Genre, c'est également, genre, avant de poursuivre, moi j'aimerais juste faire mon mea culpa parce qu'il y avait un des épisodes d'Arcalux sur des mauvais films où j'avais dit que le Snyder Cut c'était une arlésienne, ça n'existait pas, vu les contextes du tournage dans lequel le travail de Zack Snyder s'était terminé. Donc, toutes mes excuses, parce que je me suis complètement planté là-dessus. Le Snyder Cut existe! Le Snyder Cut existe, et je sais même pas si t'as bien précisé que c'était pour Justice League, par contre. Oh oui, non, j'ai oublié! Non, mais écoute-moi, moi, je suis tellement centré à dire, oh my god, le Snyder Cut, genre, c'est comme... Pour moi, c'est genre pratiquement mis sur... En tout cas. Pour tout rappeler, en fait, ce qui s'est passé, Zack Snyder a eu un drame familial pendant le tournage de Justice League, et du coup, la production avait été léguée à Joss Whedon. Et qui avait fait les films d'Avengers, le premier et le deuxième. Okay. Puis beaucoup de fans ont vu ce passage, ce changement de réalisateur comme une des mauvaises raisons pourquoi le film était mauvais. Et c'est ce que tout le monde espère que voilà, toute la DC Comics univers puisse être un peu plus, avoir un meilleur blason. La vraie version de Snyder du coup. Et en restant dans l'univers des films de super-héros, il y a Morbius aussi qui a été annoncé. Morbius qui, pour ceux qui connaissent pas, est un méchant de l'univers de Spider-Man, donc un film par Sony en production avec Marvel également, dans le même style que Venom qui est sorti en 2018 si je ne m'abuse. Et mettant en vedette Jared Leto, duquel on vous laisse également des images. Ouais. Et on va clore ce petit segment sur les actualités en souhaitant un joyeux anniversaire à Greta Gerwig. La réalisatrice a maintenant 37 ans, en cette date du 4 août 2021. 2020, pas 2021. On n'est pas encore sorti du bois. Donc, on va passer immédiatement à notre premier segment, celui du club vidéo. Très rapidement, le club vidéo, qu'est-ce que c'est? C'est de prendre... chaque semaine, on va sélectionner 3 films à écouter selon... un certain thème. Cette semaine, notre thème, c'était les films à twist. Donc, bonjour M. Night Shyamalan, même s'il n'y a aucun film qu'on a choisi qui vient de lui. Et c'est ça, et on va en parler. C'est marrant que tu parles de Night Shyamalan parce que beaucoup de gens, par déformation, pensent que c'est des films à twist et je trouve que c'est plus des films à rebondissement en fait. Et il y a une différence à faire pour moi là-dessus. Bon. Avant de tomber dans les sémantiques, on va tout de suite partir sur le premier film, choisi par Victor Code justement, Shutter Island. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé, autant de la twist que du film en général? Shutter Island de Martin Scorsese, sorti en 2010, avec une adaptation d'un roman de Dennis Lane, avec Leonardo DiCaprio, Ben Kingsley et Mark Ruffalo dans les rôles titres. Est-ce que tu connais aussi l'odeur de Martin Scorsese un coup parti? Il porte du masque. Du bon masque. Tu sais, la cuisine italienne d'antan. Oui, il sent les oignons, mais... La tomate. Bien Shutter Island. Puis le vieux cannoli aussi. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu l'as proposé par-dessus d'autres films pour ça? Oui, parce que pour moi, c'était une de mes plus grandes claques cinéphiles. Je trouve que c'est un film qui convoque énormément notre intellect quand on le regarde. C'est difficile de rester passif. C'est l'histoire du coup d'une enquête. C'est 2 marshals des États-Unis, enfin le film commence comme ça du moins, qui se rendent sur la fameuse île de Shutter Island, qui est un petit rocher perdu en pleine mer sur laquelle se trouve un hôpital psychiatrique. Et il est sujet en fait que du coup le marshal Teddy Daniels et son compère qui est joué donc par Mark Ruffalo se rendent sur l'île pour enquêter sur la disparition d'une patiente. De péripétie en péripétie, c'est un film qui justement nous amène à rester éveillé parce qu'on essaie toujours de déceler les indices de qu'est-ce qui se passe vraiment, parce qu'évidemment on a des soupçons sur le vrai but de l'hôpital psychiatrique, sur les vraies motivations du docteur et du directeur de l'hôpital qui est joué par Ben Kingsley, magistralement joué d'ailleurs, qui a un jeu très ambigu et qui participe beaucoup à toute cette ambiance malsaine. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans ce film, c'est que déjà, sensationnellement, ça tord tous tes boyaux à l'intérieur. Tu sais, t'as l'impression d'être en asphyxie à chaque fois que tu regardes ce film. Et même pour l'avoir revu plusieurs fois de suite, t'es toujours pas bien. Non, ça c'est vrai, ça c'est très très vrai. Ça frile vraiment avec le film d'horreur par moment, et juste,
pour parler du film à twist, j'aime bien le fait que ça fasse un grand effet de claque dans la gueule où tu te dis bah non en fait j'y étais pas du tout. Si je me rappelle bien sur le boîtier du DVD, parce que c'est Sam qui me l'a prêté, il t'a même écrit quelque chose du genre un film à revoir plus qu'une fois, puis c'est après avoir vu le film, j'ai fait ben oui, là, genre, parce qu'une fois que tu revois le film, tu sais des informations que t'avais pas, puis là ça te donne une toute autre lecture, puis c'est vraiment intéressant. Ah oui, dans mon cas, moi c'était la deuxième fois que je le voyais, la première fois ça date quand même de peut-être une dizaine d'années à sa sortie, puis tu sais, je savais déjà qu'est-ce qu'était la twist, qu'est-ce qui s'en venait, mais en revoyant le film, c'est là que j'ai comme pu noter plein de trucs vraiment intéressant et vraiment dans la subtilité de justement par rapport au twist. Comme, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une scène où t'as le directeur de l'hôpital et le personnage joué par Leonardo DiCaprio, Teddy, qui vont voir l'opérateur du téléphone pour justement qui branche les trucs. Et quand ils sortent, l'opérateur du téléphone continue de brancher. Ils se retournent pour voir s'ils sont vraiment en train de partir et ils arrêtent de faire semblant de brancher. Il y a plein de petits détails comme ça dans le film qui sont vraiment brillants quand on y fait attention et qu'on lui donne une deuxième écoute. Là. C'est comme penser au mètre près, là, au centimètre près, tout est mesuré, c'est hyper bon. Chaque mot, là. Tu reviens là-dessus sur les dialogues qui s'est passé avant, c'était. Ouais, exactement. Ouais. Ce que j'aime bien également, c'est que c'est le premier film avant Inception, du coup, qui est sorti la même année. Ouais, c'est mais vrai, où tu retrouves DiCaprio un peu perdu entre les rêves. Ce film entretient ça aussi. Il n'est pas sorti du bois. En parlant de rêve, genre, tu sais, comme ce que je trouvais vraiment intéressant avec le film, c'est genre à quel point il jouait des fois avec l'image et même genre un peu la temporalité. Genre, par exemple, il y avait une scène dans laquelle il. Oh, le freeze, ouais, c'est incroyable. C'est fou. Genre, comme tu vois la fumée qui genre sort de la cigarette, mais comme genre en reverse. Les scènes à l'envers, c'est vrai. C'était genre quelque chose qui m'avait vraiment comme frappé. Genre, j'étais comme wow. Tu sais, je savais que le personnage de Caprio était. Spoiler alert. Il était genre fou et tout, mais comme. Juste voir genre cette. Ouais. Non, en fait, c'est fou. En fait, on peut le dire clairement, c'est qu'il a un PTSD. Mais genre, comme ça l'a rendu fou. Oui, mais c'est ça que je trouve justement intéressant, c'est que d'une certaine manière, c'est un peu un film qui est un tournant dans la carrière de Scorsese, parce que c'est la première fois qu'il s'attaque vraiment à ce style d'univers. Mais ça lui permet de renouer avec la figure du vétéran après Taxi Driver, et puis je trouve qu'il y a une belle continuité qui se fait comme ça, justement. Et je sais plus où je voulais en venir après. Mais c'est ça, c'est que je trouve, au-delà du twist qui doit être similaire dans le roman, j'imagine, qui est fort, c'est que je trouve que en termes d'adaptation, tu as une vraie pensée qui a été donnée pour rendre ça plastiquement et sensoriellement recevable, tu sais. Et je pense que au-delà du point de vue du scénario, la réalisation, la mise en scène sur toi a un effet qui te met encore plus dans l'effet de ce twist. Voilà. C'est cool aussi, comme tu disais, c'est des petits détails comme ça qui sont vraiment très subtils. Puis j'ai aimé le jeu qui donne à c'est qui le bad guy, même si au final il y en a comme pas vraiment. Ouais. Puis c'est un peu comme, je trouve que c'est rehaussé par la backstory de la Deuxième Guerre mondiale puis les expériments que les nazis ont fait. Moi dans le tête je suis comme le directeur c'est comme si lui le bad guy. Au final non, c'est comme pas du tout. C'est vraiment bien fait. On était dû en erreur. Moi, il y a deux questions que j'avais par rapport au film. Deux parties en fait, une partie que je suis pas sûr d'avoir compris la logique derrière cette partie-là, à part être cool. Puis une autre que c'est plus que j'ai trouvé ça intéressant parce que ça fait écho à un autre film qui est sorti comme 2 ans avant. Le premier truc, c'est... Je me suis posé la question immédiatement après, mais quand le personnage de Teddy décide qu'il va aller grimper dans le phare, il met la voiture... Il fait exploser la voiture du directeur de l'hôpital. Sauf que ça attire l'attention des gardes. Son but, c'était d'être subtil. Pourquoi il fait ça? C'est quelque chose que j'ai vraiment pas compris. Je pense que c'est peut-être... je sais pas si attirer l'attention, en fait. Moi, je pense que c'est vraiment pour l'attention. Ouais, même ça, je trouve c'est ça. Pourquoi il y avait besoin de faire ça? L'île est immense. Ouais, puis il y a personne qui le suivait. Ouais. Ok. Ouais, mais l'affaire, c'est que genre, est-ce qu'ils l'ont... je sais pas s'ils l'ont actually vu s'échapper, genre, parce que c'était juste comme, oh, il y a une voiture qui est en feu, pourquoi elle est en feu, genre, puis ensuite
les gardiens vont pour l'éteindre. Moi, je me suis dit, peut-être que c'est ça qu'ils voulaient essayer de faire, mais en même Mais il temps, faisait quoi avant d'aller faire éclater la voiture? Juste. Il venait de se sauver, puis il y a personne qui l'avait vu. Ouais, c'est ça. Je pense, moi, l'explication que j'ai trouvée, en fait, puis c'est un truc qu'on va se revenir dans le film, puis c'est aussi un petit truc subtil. Il va souvent dire que Andrew Laddis, c'est un pyromane. Puis on le voit souvent jouer avec des allumettes, il y a tout le temps des allumettes sur lui. Ouais. Donc, je me dis, c'est peut-être justement ce côté pyromane-là qui ressort à ce moment-là, qui les oblige à faire ça. T'as des thèmes dans le film, là. T'as l'eau, le feu, pas la boucane, là, mais la smoke, là, la fumée, tu sais. Puis c'est des trucs qui reviennent tout le temps, puis il y a des petits symbolismes à travers ça. Moi, Genre, je pense que c'est... sa femme, souvent, elle lui disait « You have to let go Ouais. ». Je pense que c'est là qu'il let go parce qu'il utilise comme sa cravate pour... Ah ouais! Dans le fond, comme il brûle sa cravate, fait que là, pour moi, c'est là qu'il délaisse son passé avec sa femme, puis qu'il devient Laddis. Un peu plus. Ah! Ok. Ouais. moi, pour ça, j'allais dire que, sa cravate, finalement, il a raison, elle était laite. Et j'en veux une de même. Puis aussi, l'autre truc que j'avais à la fin, parce que justement, on tourne un peu, je vais le dire très clairement, le spoil de la fin du film, en fait, c'est que tout le long, le personnage de Leonardo DiCaprio, Teddy, essaie de retrouver un autre personnage sur l'île qui s'appelle Andrew Laddis, qui aurait tué sa femme en brûlant leur bloc appartement. Mais au final, on se rend compte que c'est lui, Andrew Laddis, et qu'il a tué sa femme dans un autre contexte, etc. Et que c'est juste... de son PTSD, Ouais, c'est ça. Et c'est un patient de l'île, en fait. Voilà. C'est un malade mental. Et donc, à la fin... Daniel, c'est un acronyme d'Andrew Laddis. Ouais, exactement. Edward Daniels. Et à la fin, une des dernières choses qu'il dit à Mark Ruffalo, qui jouait son partenaire, mais qui est en fait son psy personnel, il lui dit presque la même chose que dans The Dark Knight, exactement. Est-ce que c'est mieux de mourir en héros ou de vivre en étant un vilain? Ouais. Puis, moi, à ce moment-là, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il sait qu'il s'en va se faire lobotomiser, mais Automisé. je crois qu'il sait encore qu'il est Andrew Laddis. Je crois qu'il est pas dans l'esprit que c'est le policier, c'est qu'il fait semblant que ça l'est parce qu'il préfère mourir en héros en tant que Teddy que de vivre en tant que Andrew. Oui, tout Ouais, à c'est ce fait. que je me suis dit aussi. Ouais, Ouais. c'est ça, hein, c'est ça l'affaire. Ouais, j'étais pas sûr parce que je me suis dit, peut-être qu'il voulait genre juste dire ça pour le dire, whatever, genre, puis maintenant que Sam, il a avancé de point, Bah, c'est ça qui est fascinant, en particulièrement dans la fiction, mais dans le cinéma, c'est quand même cette fantaisie qu'on entretient sur les représentations des maladies qui tombent, les maladies mentales, notamment la schizophrénie, comme une espèce de dédoublement de personnalité. Dans la vraie vie, je pense que c'est plus complexe, mais avoir justement ce genre de réflexion sur ce que ça dit sur la persona d'un personnage, c'est vraiment très intéressant, justement. Puis, tu sais, je vais pas faire mon Achille, là. Mais c'est pas vivre en tant que humain, c'est vivre en tant que monstre. Ouais. Parce que, tu sais, il y avait une espèce de Ouais. symbole avec monstre en allemand qui est dans le fond rêve. Ou trauma, whatever. Ouais. Fait que, ouais. Ok, parfait. Ben écoute, tant qu'on est dans le thème des maladies mentales et des dédoublements de personnalité, je peux dire ça comme ça, on va passer au deuxième film, celui que j'avais choisi, c'est-à-dire Haute Tension. Victor, je sais que ça t'as beaucoup à dire sur Haute Tension. Film de 2001, si je ne m'abuse, réalisé par Alexandre Aja, un réalisateur français. 2003. 2003, merci Victor. Ouais, avec Maïwenn et Cécile de France, qui jouent les deux personnages principaux. Et un film d'horreur, la raison pourquoi j'ai choisi, je suis un grand fan d'horreur, et de deux, c'est que je me disais, ce serait cool d'avoir un film qui est plus ou moins connu aussi dans le tas, même sans que ce soit nécessairement un grand film, parce que bon, c'est pas un mauvais film, mais c'est pas non plus un très grand film. Ouais, c'est un film de genre, en fait, donc ouais, ça a ce côté un peu série B. Mais... Ouais, c'est ça. Mais donc c'est ça, j'ai choisi ça pour ça. Puis je me suis dit, ça va être un bon divertissement, ça va être drôle de faire découvrir ça à mes amis. Et Victor, comme je disais, je crois que t'en as beaucoup à dire sur le film que j'ai choisi. Ouais, mais tu sais, au début, genre, je me suis dit, parce que t'as des super de bons choix de films d'habitude, genre. C'est d'habitude. Je demande tout le temps des conseils. J'espère juste que Alexandre Aja n'écoute pas le. Je m'excuse. C'est pas pour toi, c'est pour ton fait. Mais, On a adoré Piranha by the way. mais j'ai donné une chance au film, c'est comme ok d'accord, tu sais c'est intéressant, il y a des petits genres de bouts innocents et tout, ça peut-être porté sur l'innocence, j'ai jamais écrit là-dessus. Puis rendu au milieu du film, quand la fille Cécile de France parle au téléphone, genre avec la police,
puis qu'elle est vraiment pas du tout claire genre sur l'emplacement ou sinon même le camion qui voulait genre pourchasser et tout. Puis alors moi j'ai juste abandonné ce bout-là parce que c'était tellement juste des décisions stupides qu'elle prenait genre. Moi, j'étais fâché après la police. En fait, les deux camionnettes étaient rouges, il y en a plein. C'est comme, ouais, hold up, là. mais ça, la police va pas te parler de même, genre. Ouais, c'est Le nom de la station est nulle part. En plus, tu la vois prendre des factures, genre d'habitude, c'est écrit Ouais, genre, c'est- sur la facture, genre, tu sais, c'est pas des petites factures débit crédit, genre, il y a juste comme les numéros, non, c'est une grosse facture. Puis au début, en tout cas, whatever. Oui. En tout cas, puis genre, tu sais, quand on apprend la twist que, genre, Cécile de France est en fait le tueur, genre, moi, j'ai juste fait comme, oh non, please, c'est pas vraiment ça, man. J'étais tellement comme, ah, c'était juste, non, man. Juste non. Ben, le problème, c'est surtout que ça fait des grosses incohérences, là. Mais ça, avec le début genre, du film dans lequel, genre, t'as le tueur qui a une tête d'une de ses victimes, puis qui ensuite, genre, il entreprend à avoir des relations extra... Sexuelle, orale, avec la dite tête. Ouais, c'est ça. Cette émission n'est pas pour les enfants. Ouais, mais genre... Ah, en tout cas, puis le camion, man. Qui conduisait le camion pendant qu'il était derrière, genre, non? En tout cas, il y avait plein d'incohérences avec le truc, puis je sais pas, juste pas... Les films pas cohérents. En vrai, je te trouve extrêmement dur avec le film. Je rappellerai pas ça. Bah, oui. Je trouve intéressant en fait dans le fait que tu aies choisi ce film, justement qu'on ait pris un film français à twist, un film d'horreur français à twist. Avec des femmes dans les rôles principaux. Ouais, déjà en plus, parce que faut savoir qu'en France, le cinéma de genre, bah, ça doit être un peu comparable au Québec. Ouais. T'en as pas grand chose, et c'est notamment grâce à des gens comme Alexandre Aja en partie que ça a pu se développer. Donc sans haute tension, t'aurais pas eu le droit à Grave. Donc tu peux dire merci à Alexandre Aja pour ça. Et Martyr. Ah, c'est Aussi. Alexandre Aja, Martin? Non, Ah, ok. grave non plus, c'est juste que c'est... Ouais, Pascal Logier. Voilà. C'est juste que Alexandre Aja, ça a été un tueur en France, justement, qui a un peu fait du mouvement pour le cinéma de genre. Ouais. Ok. Puis que c'est ça. Donc voilà, c'est et puis pour moi c'est un film justement qui, dans son contexte de production, c'est un peu innovant. Donc l'histoire a l'air, elle est kitsch, je suis complètement d'accord, mais ça surfe là-dessus, tu sais, ça va volontairement dans le grotesque. Je trouve pas qu'il y ait des incohérences parce que tu ressens quand même clairement dans toute la première partie du film, quand justement Cécile de France se lance à la traque du tueur qui vient de capturer son amie dont elle est amoureuse, tu ressens quand même dans les choix de cadrage et de mise en scène que ça reste de son point de vue, donc de sa lubie. Tu découvres après que c'est sa lubie, puis qu'en effet, de pas refouler ses sentiments, elle a commencé vraiment à péter une coche, oui, et puis à se construire toute cette... comment on peut appeler ça, Un personnage, personnage La fantaisie. Ouais, Ouais. clairement. Ouais. Je pense que c'est un film qui cherche justement, tu peux trouver plein de similitudes avec des films comme Massacre à la tronçonneuse, je dirais, donc ça va, je pense. C'est beaucoup un film à hommage quelque part, puis bon, évidemment, ça va pas révolutionner le genre, mais je pense que pour dire aux Français que non, on est capable de faire ce film-là, pas en France parce que le film a été tourné en Roumanie, il me semble. Mais on est capable de trouver les moyens pour nous aussi raconter des histoires de série B, on est capable de faire des productions de genre, et puis on n'a pas à se reposer sur le cinéma anglophone pour avoir ça en fait. Ouais. C'est ça que je trouve intéressant avec ce film surtout. Quelle année déjà ce film-là? 2003. 2003. Ouais. Moi je trouve qu'il avait bien vieilli, là, surtout visuellement. Ouais. Ouais, des c'est choses vrai, intéressantes, des c'est vrai. cadrages très intéressants. Là. Sinon, ouais. Ben ça, avec moi, comme Sébastien m'a dit, ça faisait... Autant ça a bien vieilli visuellement, autant... comment t'as dit ça? Que c'était comme un peu... Ça avait des allures de films étudiants un peu. Ouais. Parce que le film est en partie fauché, c'est sûr. Ah ouais, c'est ça. Mais je peux juste faire une petite parenthèse, l'acteur qui joue le tueur, Philippe Naon, est mort récemment, donc voilà, pour lui rendre hommage. Ouais. C'était un mec d'ailleurs qui avait toujours sans arrêt des rôles de salopard dans les films de Gaspard Noé et tout ça, mais... Oh, ouais, c'est une Donc, on lui rend hommage en disant qu'on n'a pas aimé le film. Pour moi, je suis sûr d'avoir aimé le film. Ben, je veux dire, comme je dis, c'est pas un mauvais film, mais Non, je veux dire, comparé à tout ce qui se fait, justement, si je le compare à Grave, par exemple, c'est de la merde comparé à Grave, là.
Ou si, tant qu'il y a un twist, si on parle de twist, puis qu'on compare aux autres films. Ouais, c'est ça, d'autres films à twist, c'est que la twist est pas... est intéressante, mais c'est qu'elle fait aucun sens, je trouve. D'accord. C'est ça, c'est... comme la twist, genre de comme, tout ça fait rien d'autre qu'un rêve. Tu sais, ça tombe là-dedans. Là, moi, je trouve que quand même, il faut que tu prennes en compte le facteur du temps. Je sais pas, c'est peut-être pas le film le plus original dans son scénario à la sortie, mais le fait est que 2003-2020, il y a 17 ans qui se sont passés entre. Évidemment que ça a été une trame narrative qui a été réutilisée maintes fois, qu'on a vu plein d'autres trucs qui sont arrivés après ce film entre-temps, mais que nous on a tous découvert sur le tard, parce que en 2003, je pense que j'aurais fini en asile si je l'avais vu. Mais je trouve que... Tu dis que oui, mettons, il y a des plot holes que ça fait, mais c'est comme... C'est justifié par le fait que c'est le point de vue de la protagoniste. C'est mon ressenti, mais je pense que c'est pas l'ultime but du film aussi de dire ça va être 100% effectif sur tout, il y aura aucun loophole ou quoi que ce soit. Ah ouais, ça, mais en fait, le gros problème que j'ai, c'est que des fois, il y a des films que t'écoutes, puis il y a des loopholes que t'es comme, tu t'expliques, t'es comme, ok, mais tu sais, ce truc-là, c'était métaphorique. Il a jamais réellement existé, c'était métaphorique. Mais là, c'est l'accident de voiture avec les deux voitures qui se conduisaient, mais qu'il y avait juste une personne pour les conduire les deux. C'est comme ça, je suis comme... C'est très dur d'expliquer ça métaphoriquement. Là. C'est plus le problème que j'ai justement par rapport à ce film-là dans cette partie-là, disons. La différence, c'est que tu vois pas ce film-là 2 fois comme le Shutter Island. Sinon, là, ça fait pas de sens. Je vais être that guy, là, mais comment elle a survécu? Parce que ça fait stabber, parce que ça fait transpercer par un pied de biche. En tout cas. Je ressens ma carte encore de films de série B, analogiques, qu'on soit tous un peu dessus, et puis c'est juste pour faire un dernier plan ultra badant de quand elle fait comme ça. Derrière. Ou sinon, genre, t'es derrière le miroir, comme, est-ce qu'elle peut encore me voir? En fait, tu sais, sur un certain point, je trouve que ce film est drôle. C'est de l'humour. Oh ouais, c'est vrai. Justement, ça, c'est le genre de truc où tu vas rigoler en mode. Tu sais, ça reste du second degré de l'humour très noir. Mais... Sébastien a fait une excellente blague au sujet du film avec l'enfant, en fait. T'as comme le personnage qui vient tuer toute la famille. T'as Alex qui est dans sa chambre attachée, qui crie, qui fait tous les temps. Et t'as le petit gars qui se rhabille encore pas. Et qui s'en va dehors. Il y a même pas l'air à pleurer, en plus, c'était dans... Oh my. Moi aussi, je vais attirer, moi, c'est c'est des blagues, là. Oh mon dieu. Un membre d'Arcalus a été arrêté aujourd'hui. Donc on va y aller pour le dernier du tas, c'est le film d'Alex. Avant qu'on nous force de remonter. Ouais, j'ai fait. Donc The Usual Suspects. Exact, The Usual Suspects. Vous allez m'aider là-dessus parce que je connais juste que Kevin Spacey. Ouais, Kevin Spacey. Je sais pas c'est qui l'a fait, je sais pas c'est quand, je sais pas si. C'est en 99. Ouais, Bryan Singer en 99. En 99. Puis tu as Gabriel Byrne, Benicio del Toro dans un de ses premiers rôles. Ah oui, Benicio, ouais. C'est l'un des frères Baldwin, je pense que c'est William, si je me trompe pas, William ou quelque chose de même. Ah, possible, j'ai un doute. Ben, genre, le gars. Qu'est-ce que c'est déjà? Give me money, genre, tu sais, comme. Meilleure imitation d'histoire de l'humanité. Donc, il y a celui qui joue le méchant dans The Mask et puis qui joue aussi Z dans. Enfin, le flic sodomite dans Pulp Fiction, qui apparaît dans une scène. Je sais pas le nom de ce mec. Moi non plus. Un très jeune John Calvin. Oui. J'étais tellement surpris de voir. Genre avec une mou afro, un peu. Ouais, c'est ça, le petit goatee. Genre, oh my god, même pas bonhomme. Donc, Alex, pourquoi est-ce que tu as choisi ce film-là? Et ben, écoute, je connais pas beaucoup de films avec des twists, avec des surprises de ce genre-là. Ben, je sais que t'hésitais, hein. J'hésitais avec K-Pax, mais c'est parce que K-Pax, c'est pas une twist qui est vraiment. C'est pas une grosse surprise. Ouais, ok. Tada! Tu l'anticipes un peu, genre. Puis, je peux même le comparer même aux deux autres films qu'on a parlé, parce que justement, tu sais, Shutter Island, tu sais qu'il va y avoir de quoi, tu sais. Là, on s'est dit, on va regarder les films qu'on a choisis, tu sais. Puis on s'est tous dit que ça allait être des twists. Fait que, tu sais, on allait anticiper ça. Ouais. Ne pas savoir qu'il allait y avoir une twist, Shutter Island, tu le sais un peu. Genre. Ouais. Tu le sais qu'il y a c'est un trailer, puis un développement, puis un build-up. Il y a des petits indices, c'est ça. Tu t'attends au reveal. C'est ça. Mais celle-là, tu peux le comparer un peu plus avec Haute Tension, parce que c'est vraiment comme à la fin. Voilà. Ouais. Surprise, genre.
Tu sais, c'est une histoire qui est racontée, tu sais, à partir d'un poste de police, dans le fond. Là. Ouais. C'est vraiment juste à la fin qu'on fait comme, ah, on t'a eu, genre. Mhm. Félicitations, genre, tu t'es fait avoir, genre. Puis c'est aussi le genre de film que tu peux regarder une deuxième fois puis avoir du plaisir à la voir. Genre. Ouais. 2 puis 3 fois, je dirais même. Ouais. Non, oui. Ouais. Puis ouais, c'est un très bon film d'ailleurs. Là. Fait que- Kaiser Soze. El Diablo. Yeah. The best trick the devil ever pulled was convincing that he didn't exist. Exactement. Ouais. Ça, j'ai tellement aimé cette petite réplique-là. C'était Mm. Oui. Moi, ce que je me souviens le plus de ce film-là, c'est justement la fin quand il sort du poste de police, puis que qui se met à marcher normalement. Mais c'est parce que. Arrête le psy. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que dans Scary Movie 1, le premier film de peur, c'est la même chose qui se passe à la fin. Et je sais pas pourquoi, mais ça m'a vraiment marqué juste parce que dans Histoire de peur 1, c'est ça. True. Mais ouais, j'ai vraiment aimé ça. Comme tu disais, c'était comme. Il y avait beaucoup moins d'indices que dans Shutter Island. Parce que les indices, tu vois tout à la fin, c'est le babillard, pis tout, c'est une méga claque d'en face. Là. Puis ouais. C'est une espèce de. Un peu avec les anagrammes, un genre de puzzle textuel. Là. Puis tu cherches pas à te perdre, genre il te raconte une histoire pour vrai, puis il cherche pas à essayer de te perdre en chemin, faire comme finalement, tu sais, telle histoire. Un vrai travail de manipulateur justement sur un mec qui va te habiller tout son mensonge avec des petites anecdotes par-ci par-là. Ouais. Juste ce truc du je me retourne et puis avec le tableau, tu te rends compte qu'il a Mais tout tu sais, c'est made up. intéressant, genre, je viens de penser à ça, mais admettons, genre, Kevin Spacey puis Kaiser Soze, genre, à chaque fois que tu parlais, à chaque fois qu'on voyait, genre, Kaiser Soze se déplacer sur le bateau, genre, tu voyais tout le temps un plan juste après, genre, de Kevin Spacey se déplaçant, genre, de l'autre bord, genre, du pratiquement à une place, genre, non? Fait que je trouvais que c'est super nice comme petit indice, genre, tu sais. Ou sinon même quand le gars s'est fait buter en arrière du camion, genre là où il y avait tout l'argent, quand il se retourne, genre tu vois un genre de gros flash de lumière indiquant genre oh shit, excuse-moi, oh my god, c'est actually Kaiser Soze, tu vois. Puis en tout cas, je sais pas, c'est des petits points genre je trouve intéressant. Mais juste avant, tu as aussi le flic qui pense avoir résolu l'enquête, puis qui s'en prend au personnage de Kevin Spacey en lui disant mais non, t'es con, tu t'es fait avoir sur toute la ligne. Je pense que c'était ça la twist. Ouais, et puis tu te dis. Non, mais c'est super bien foutu, genre. C'est tellement bien fait parce que, tu sais, genre, moi, la première fois que j'avais vu ce film-là qui était genre il y a très très longtemps, j'étais comme, oh my god, man, c'est actually lui qui était Kaiser Soze, puis genre, nous on sait pas et tout. Puis genre, même moi, j'ai commencé à y croire. Puis à la fin, quand il y a le big twist que c'était en fait le personnage de Kevin Spacey, genre, qui s'appelle Verbal, genre, je sais pas, je trouvais ça vraiment nice parce que, tu sais, genre, tout ce qu'il dit, genre, c'est rien d'autre que des mensonges. Des histoires, des mensonges qui s'appellent Verbal. Genre, je trouvais, genre, juste le petit parallèle, genre, super nice. En tout cas. Oui, je pose pas une question, là, mais en fait, je pose une question. T'imagines-tu si t'enlèves la fin de ce film-là, t'enlèves la surprise? Ça aurait été le genre de film que tu vois comme un peu à TVA là, dans le temps des fêtes. C'est un film de, pas de combat, là, mais un film de genre, tu sais, il se passe ça. C'est un peu te raconter. T'enlèves la fin, là, le film existe encore, puis c'est encore debout. Là. Fait que c'est surtout qu'on voit la fin au début. Ouais, t'enlèves la partie du babillard, là, t'enlèves le babillard ou t'enlèves même un peu avant ça, là, puis le film il serait pas bon, tu sais, il serait pas monumental. Tu sais, c'est pour ça que je dis que ça serait peut-être un petit film là, de Lighthearted là, qui passe à TV. Film de gars. Genre. Tu pourrais voir ce film-là, mais tu serais genre. Tu serais juste comme, ah, ok, d'accord, c'était bon comme film, mais genre, tu sentirais que quelque chose manquerait. C'est ça. Mais t'imagines tous ceux qui ont vu le film en étant spoilés parce que j'en connais. Puis heureusement, oh man. Oh non! Je connaissais la fin avant de voir le film. Un moment de silence, ça me l'arrivait. Mais je pense à spoiler tous les films que j'ai. Tu sais, Shutter Island, je l'avais pas vu avant de. Puis Haute Tension, je l'avais pas vu, tu sais, avant d'entreprendre des recherches pour cette émission-là. Puis, ben, juste se dire qu'il y avait des twists, ça a brisé beaucoup de magie, je pense. Malheureusement, tu sais, Shutter Island, je l'avais pas vu. C'est true, hein? Ouais, je Je pense que le spoil serait un motif valable pour établir la peine de mort. Genre, tu spoil un film, tu es Très d'accord. La deuxième fois, c'est fait arrêter. C'est comme donc le thème cette semaine, c'est l'affranchissement. Puis là, t'arrives à l'émission. Non, finalement, c'était les twists! Si on peut parler un peu encore de Usual Suspects, moi, un truc qui m'avait vraiment marqué, c'était la tasse aussi. Tu sais, on parle du pabillard depuis tantôt, mais la tasse, je trouve que c'est tellement le truc qui justement lie tout. Parce que
le gars il voit le billard, puis il fait des liens, puis il est comme ah merde, et quand il voit la tasse, c'est là qu'il réalise vraiment ok, je me suis fait complètement avoir. Là. La seule raison pourquoi lui il a un café, c'est parce que Verbal voulait un café. Genre. Exactement. Il contrôle tout. Ben, le diable, parfaitement comme il le dit. Exactement. Mais puis même dans encore une fois, au-delà de la trouvaille scénaristique, tu as tellement, la mise en scène, mais surtout le montage qui marche à merveille dans cette séquence, je trouve, d'avoir, comme tu disais, la démarche de Kevin Spacey en même temps que le flic est en train de se rendre compte de tout, puis t'as le portrait robot qui tombe au même moment. Oui. Wow. Ah, man. Ta tête explose à ce moment-là, puis tu fais genre ok. Très bon. Singer n'a pas fait que les X-Men. Puis Superman Returns. On ne va pas en parler. On a déjà fait l'épisode sur les mauvais films. Oui, donc Now We See Me, on va passer au prochain segment qui est, en fait, on va reprendre des films jugés mauvais par la critique et généralement aussi par le public en général, puis essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, comment on fait pour améliorer ça, etc., etc. Et donc, cette semaine, on y va avec Now You See Me. Le nom du segment, c'est quoi? Le meilleur du pire. Pour le meilleur du pire? Ouais. Bon, j'approuve. On se marie! Donc oui, Now You See Me, film de 2013, je crois. Je ne sais pas réalisé par qui, je ne sais... Louis Leterrier. Louis Leterrier, oui, c'est ça. Louis Leterrier avec Jesse Eisenberg, Woody Harrelson. Non, ce n'est pas une remise de Zombieland. Isla Fisher. Isla Fisher, oui. Franco. Ouais. Ah oui, c'est Mark Ruffalo. Ouais, Mark Ruffalo, c'est vrai. Morgan Freeman, Michael Caine. Mark Ruffalo qui était présent aussi dans... C'est qui hyperchiste avec tant qu'il va tout sortir là? Qui était le personnage de Chuck dans Shutter Island. Donc oui, très rapidement, petit tour de table, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez trouvé vraiment que c'était un mauvais film ou... Ben, l'affaire, c'est que c'est un film qui aurait pu avoir du potentiel, mais je trouve que genre ils essayaient trop de rendre la magie cool. Tu sais, avec genre, tout le temps la caméra qui bougeait tout le temps, genre moi à un moment donné j'étais genre wow, je commence à avoir un petit genre de mal de tête. Il est trop vieux pour ça. Ouais mais c'est ça, oh 25 ans! Mais tu sais, je dis ça, on est trop vieux pour ça, mais je pense que réellement le public cible c'était pas nous autres. Là. On était beaucoup trop vieux là, pour voir ça. Là. Ouais, Tu sais, moi je verrais bien apporter un enfant de 14 ans voir ça, pis il y aurait du plaisir. Ouais. Vous êtes avec quel âge en 2013? Je sais pas moi, mais j'ai pas vu ça en 2013. Oui. J'ai vu ça genre l'année passée, je pense. Ce que je voulais dire tout à l'heure, genre quand on parlait de Shutter Island, mais de Usual Suspect, c'est que la twist c'est pratiquement pareil un petit peu qu'on y pense, genre tu sais comme c'est un tiers parti qui contrôlait un petit peu genre toute l'action genre des protagonistes, En genre effet. tu sais, puis ensuite à la fin il y a le big reveal de qui est qui, genre puis tu sais moi je vois genre The Usual Suspects comme étant genre la bonne recette de comment faire un twist, alors que Now You See Me, je trouvais que ça tombait un peu à l'eau, genre qu'on apprenait que Mark Ruffalo était genre la personne derrière tout le tralala, parce que genre tu sais, c'était un petit peu, ça tombait flat je trouve, parce que c'est un peu comme avec Aux Tensions, genre le fait qu'il était derrière tout ce qui se passait, je trouvais que c'était un petit peu... Bah, je suis d'accord avec toi, tu as cette stratégie narrative qui est faible. Je veux dire, quand on a parlé des films à twist, qu'on était assez convaincus, tu as ce truc qui vient toujours brouiller les pistes un peu, et où à chaque fois, ce qui rend ton histoire plausible, c'est que tu as d'autres anecdotes qui vont être plus ou moins relevant, mais qui t'aident justement un peu à pas savoir où t'en es. Là, réutiliser le gimmick de prendre le personnage le plus sceptique pour au final s'avérer que c'est lui qui tire les ficelles, ça a été vu trop de fois, je pense. Puis en plus, c'est un film de 2013, genre, c'est comme vraiment récent. Je sais pas, je crois que ça tombe un peu à l'eau. Moi, je suis pas d'accord avec vous, mais pas du tout sur ça, ok? Quoi? Je trouve pas que c'est un film fantastique. Je trouve que, comme toi, il y avait énormément de potentiel, qui a été raté. Mais. On est pas d'accord pour dire que c'est juste le prestige de Christopher Nolan et Ocean's Eleven. C'est vrai, comme ça. Mais. Et à la fin, un scénario insaisissable. Mais. Je suis vraiment pas d'accord pour dire que la twist est ratée, parce que. Moi, j'ai vu le film, je savais déjà la twist. Sauf que je trouvais que justement, c'était extrêmement, comment je dirais, bien foutu que ce soit ça la twist, parce que quand tu le sais que c'est la twist, le personnage de Mark Ruffalo, tu le vois, puis justement, il joue un jeu. C'est pas du tout qu'il est sceptique, c'est pas du tout que il est stupide, rien, puis qu'il se croit de même. Il fait assemblant d'être tout ça parce qu'il
qui soupçonnerait quelqu'un comme En ça? même temps, il va trop loin. Il va beaucoup trop loin. Comme par exemple, genre, quand ils étaient genre dans le Final Showdown, puis il est avec la fille Mélanie Laurent, genre, ils sont en train de courir à travers la foule. Il y a, tu vois, Mark Ruffalo qui prend son gun, qui est pratiquement prêt à tirer sur Woody Harrelson, Isla Fisher, puis genre sur Michael Eisenberg, quand ils sont sur le point de sauter. Tu vois sortir son gun, puis genre s'apprêter à tirer sur eux, puis moi je suis comme. Mais il l'a pas fait. Exactement. Il l'a pas fait. Il a tiré une balle. Ah ouais? Il a tiré une balle, oui, Ah, il a c'est tiré une marrant. balle. Il a tiré une balle. Mais genre, c'est Une super balle à blanc. blanc. Genre de... Ben, Ah, mais t'es un agent. C'est un magicien. Tu prends pas un gun avec des blancs, par exemple. En même temps, t'avais Ben. t'avais la fille, Mané, qui était pour tirer dessus, right? ouais. Mais elle a pas fait. Ouais, sauf c'est lui qui a dit What are you Bah, doing, genre. les soupçons se tournent vers elle à un moment en Mhm. particulier. Ouais, mais c'est parce que justement, tu te dis, si lui, il accepte ça, tu sais, que elle tire pas, puis qu'il fait « Ah, c'est correct, ne t'en fais pas ah, », ou qu'il sort pas son fusil, il est plus crédible dans son rôle. Ouais. Il a l'air, tout le long, il a l'air du gars qui déteste les magiciens pour mourir. S'il agit pas comme ça devient absolument plus crédible du tout son acte. Il y aurait un Ouais, changement c'est pour ça- soudain. C'est pour ça que je trouve que c'est forcé, c'est que tu dis, tiens, bah voilà, c'est encore un personnage de faux sceptique. Puis je trouve que ça attire beaucoup trop l'attention sur lui en fait. Mieux vaut un personnage de faux sceptique qu'un personnage de faux sceptique. Comment ça? Mais plus sérieusement, le moment où moi j'ai trouvé que le twist était de la merde, c'est quand il revoit justement le personnage de Mélanie Laurent, puis que là, il lui explique mais tout le pourquoi, le comment. Oh, ça, c'est Ça, un truc que je déteste. ouais, moi aussi. Ça, c'est le. Viens, je te prends par la main et je t'explique le film que tu as. Exactement. Puis, j'en avais parlé un peu à Sébastien, mais il y a des petites constructions vraiment cool quand tu écoutes le film. Comme j'ai réalisé ça après l'avoir vu, mais quand t'as le mentaliste qui se fait interroger par c'est justement ce personnage-là, le mentaliste lui dit, tu sais, il essaie de l'analyser un peu, etc. Il dit You've got mommy? No, daddy issues. Oh, ça c'est Et vrai, c'est j'avais pas remarqué ça. Hyper clever, c'est hyper bien pensé d'avoir inclus ça parce que justement, tout ce qu'il fait, c'est pour vengeance par rapport à son père, etc. Donc, c'est hyper bien pensé et c'est subtil, ça passe comme ça, puis tu y repenses pas par après. Ben, c'est vrai, Mais- je pense- Bah, disons que moi je pense aussi que ce problème c'est que Louis Leterrier, bah, le but de ce segment c'est qu'on puisse se dire qu'est-ce qu'on aurait changé pour rendre le film meilleur. Ouais, c'est ça. Moi j'ai envie de dire j'aurais changé de réalisateur. Oh. Louis Leterrier c'est un mec que j'aime, enfin c'est un réalisateur dont j'aime pas du tout le travail. Il a fait quoi à part. Il a fait Des l'incroyable Incroyable Hulk, voilà. Ah, Il a fait Danny the Dog avec Jet Li et Morgan Freeman. Je trouve qu'il a un style beaucoup trop bourrin et que c'est un peu un Michael Bay bis, mais encore avec moins de chorégraphie. Ouais. Puis il travaille toujours avec des monteurs puis en fait justement qui montage, sont c'est toujours, vrai. ouais, puis toujours Dans le beaucoup montage, trop c'est bizarre. énervé et t'as Ouais. l'impression que en fait dans sa mise en scène t'as des lacunes parce que tu vas avoir toujours un montage beaucoup trop énervé pour te faire style oh il y a de l'adrénaline mais alors en fait Ben, c'est Ouais. ça, genre, vous êtes des magiciens, puis il y a la caméra qui font un tour de même. Yo, c'est comme. tu vois, t'as pas beaucoup, par exemple, t'as pas beaucoup de plans séquences ou de faux plans séquences. Mhm. Puis de la prouesse dans d'autres films, elle était là justement, enfin, qui tournait autour de la magie. Mais, puis je sais pas, tu sais, Louis Leterrier, dans le sens, c'est quand même un yes man à Hollywood, parce que c'est un réalisateur français, mais je pense pas qu'il ait fait beaucoup de films français. Donc il va toujours prendre des commandes, et je pense qu'on va lui dire, bah toi, ton but c'est de faire du spectacle, donc si tu me fais pas 3 money shots dans ton film, au moins, si tu mets pas ce côté Ouais. d'explosion, t'as pas la job. Mais du coup, je pense que, comme vous l'avez dit tous, bah, le scénario a du potentiel de base, mais je pense que t'as C'est comme une beaucoup petite de gens qui sont passés par-dessus. Je Je pense qu'on dirait la première draft, mais pas la final draft. non, c'est ça. Je crois que. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a un autre gros problème du film, c'est justement un peu par rapport à ça, mais c'est que le film ne trouve pas de ton. Ouais, c'est ça, moi, c'est ça, C'est- Tu sais, puis c'est pas comme Parasite où le film n'a pas de ton parce que il est tout en même temps, là. Ouais. C'est que vraiment, c'est pendant. Il manque l'identité. C'est ça, pendant 10 minutes, t'as l'impression que t'écoutes une comédie. Après, t'as l'impression que t'es dans un film d'action. Après, t'as l'impression que t'es dans un film policier. Après, c'est un suspense. Puis, tu sais, C'est un heist movie. ouais, c'est ça, c'est que ça alterne vraiment dans ces trucs-là, mais sans réelle cohérence, sans que ce soit engageant pour le Je trouve spectateur. que le système de personnages est très mal réparti. Oui. On aurait pu avoir ça, des personnages qui se contrebalancent, sauf que déjà dans la troupe de magiciens, c'est tous des grandes gueules, et je trouve ça insupportable parce que t'as pas de punchline du coup. Mhm. T'as rarement, quand t'as ces personnages-là qui vont échanger,
t'as toujours, comment dire, quelqu'un qui va sortir la réplique qui tue et l'autre qui va sentir complètement, comment dire, je sais pas, laissé de même, Ouais. genre complètement full. Je trouve que dans la troupe de magiciens, le personnage le plus intéressant puis le plus cool à voir, c'est celui qui parle le moins, puis c'est le personnage de Dave Franco. Ouais, du coup, oui. Parce que tu t'as envie de leur dire, mais fermez un peu vos gueules, t'as pas le temps de Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'en plus, Dave Franco, d'habitude, il joue le personnage genre qui parle trop puis qui est super énervant. Ouais, mais genre, mettons, genre dans la série Scrubs, il était un petit peu, même. Genre, tu sais, comme dans la 9e saison dont on ne doit pas parler. Ouais, puis tu sais, genre, ouais, c'est ça. Mais tu sais, ce que je trouvais vraiment cool du film, genre, c'est une scène en particulier, c'est, admettons, genre, quand les agents du FBI vont genre, dans leur repère, genre, puis essaient de l'attraper, puis ensuite il y a Dave Franco qui fait que ça mort. Ben, la scène, toutes les scènes genre, dans l'appartement, je trouvais que c'est super nice parce que tu sais, genre, ça donnait une sorte une vraie dynamique genre, par rapport à leur tour de magie. Ouais. Puis genre, à comment est-ce qu'ils peuvent utiliser ça genre, dans le monde réel. Genre, comme, t'as un gun devant toi, puis t'as un paquet de cartes devant toi, puis la chose que tu vas prendre, c'est le paquet de cartes, genre, pour pouvoir te défendre et non. C'est super bien pensé, c'est super nice, genre, tu sais, comme. Mais c'est vrai, c'est vrai. Oui, mais c'est parce que j'ai de réaliser, s'il avait pris le gun puis qu'il avait tiré sur le personnage. C'est exactement. C'est fini, ils peuvent pas rentrer dans l'œil. Ils ont tué le gars qui était à la porte d'entrée. C'est vraiment ça. C'est super intéressant, genre, tu sais, comme au lieu de prendre le gun, tu prends les cartes, puis c'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu voir plus, genre, tu sais, comme pas qu'ils fassent des spectacles, on va prendre l'argent de telle personne. Qu'ils en fassent, mais sans faire tu sais, les allusions à la technologie là, tout le temps, là, finalement. C'est la vrai, magie du cinéma, tu sais, c'est pas. Parce que j'en parlais avec Samuel il y a quelques temps, puis tu sais, c'est quoi, tu faisais allusion à Samuel Langevin, c'est ça? Non, Luc Langevin. Excuse-moi. Puis, tu sais quoi, c'est des spectacles où est-ce qu'il expliquait tout après, genre, un truc de genre? Non, c'est qu'il y avait une émission avant, en fait, à la télé qui s'appelait Comme par magie. Puis il faisait des tours, puis ça y arrivait parfois d'expliquer certains des trucs qu'il faisait de façon scientifique. Puis c'était super intéressant. C'est quelque chose, ouais. Ouais, puis tu sais, t'avais vraiment comme un fond réel. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que tu sais, sans montrer absolument tout ce qu'ils font, genre, dans le film, tu sais, juste avoir une réelle part de vérité. Tu sais, ça aurait demandé beaucoup de recherches, puis genre, peut-être le film n'aurait pas été aussi intéressant, mais je pense que ça a ramené le film ailleurs que juste faire comme, voilà, de la magie, ou genre, des hologrammes, ou des choses qui n'existent pas, ou des... Tu sais, en tout cas. Avez-vous vu le deuxième film? Non, je veux pas le voir. Moi, je mets ça. Puis, je veux juste dire un autre truc. Un autre truc qui a rendu le film meilleur. Pas de romance entre Mélanie Laurent et Marc Ruffalo. Qu'est-ce qu'elle foutait là? Qu'est-ce que la romance foutait là, honnêtement? J'y pensé tout à l'heure, mais sérieusement, Mélanie Laurent, à part être une belle actrice ou whatever, genre, elle servait à rien, tu vois. Non, mais je pense qu'elle servait à mettre. Je sais que Morgan Freeman, il en parle de DI. Ouais. Mais je pense qu'à un moment donné, elle a comme un livre avec ça. Oh, oui. Moi, je sais que ça doit pas être n'importe qui avec le livre. Là. Ouais, c'est ça. Mais je trouve que c'est elle qui a un peu planté la graine. Oui. Qui fait pousser la suspicion sur DI, justement. C'est cool. Ouais. Genre, moi, personnellement, j'aurais aimé ça qu'il en parle un peu plus. Oui. Parce qu'à la fin, c'est comme moi, bonjour, je suis le gars de DI, puis c'est comme, ah oui, DI! Ils ont pris 45 minutes, et comme, ah oui, c'est vrai. Oui, moi je trouvais que c'était la personnage la plus intéressante du film. La plus intéressante? Oui, c'est la seule qui avait vraiment quelque chose d'intéressant à dire. Ah, le reste des personnages, t'avais le personnage de Marc Ruffalo qui était tellement ancré dans son truc qu'il en devenait fatigant. T'avais les 4 magiciens que, honnêtement, Osef, je veux dire, ils ont aucune personnalité, c'est la même chose tout. Tu comprends même pas pourquoi ils font ça. Tu comprends même pas pourquoi ils ont été choisis. C'est 4 gars, 3 gars et une femme, qui utilisent leur magie pour se faire de l'argent, souvent en étant des enfoirés, puis ils sont choisis pour faire le bien. Tu sais, de base, je trouve que c'était stupide. Puis, au final, t'as ce personnage-là que, oui, elle représente la police, mais c'est une recherchiste. Fait qu'elle, elle se ferme aucune porte, elle est prête à regarder à gauche puis à droite. Je trouvais qu'elle était beaucoup plus intéressante à exploiter, puis justement à entendre son point de vue que n'importe quel autre personnage du film. Point. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Tu sais, quand on dit qu'il y a certains personnages qui n'ont juste pas de fond, c'est qu'ils n'ont pas d'identité, Oh, oui. je suis comme, est-ce qu'on aurait juste pu changer, que ce soit l'acteur, le scénario, ou juste les stéréotyper, genre?
Tu sais, parce que dans des films à équipe de même, tu sais, des fois, tu te retrouves avec une formule où est-ce que tu sais, Ouais. t'as le nerd, le gros bras, pis ça, c'est poche, on va se dire. Des fois, là, on va se retrouver dans les sacrifiés, là. Mais, mais tu sais, on regarde The Usual Suspect, on a des stéréotypes, mais qui existent pas réellement. Ouais. Tu sais, ça aurait peut-être amené le film ailleurs, genre. À la place de juste avoir une espèce de formule blend de genre 3 magiciens puis un mentaliste. Ouais. Fait que, en tout cas, mais ouais, est-ce que vous pensez qu'on aurait peut-être dû changer les acteurs, ce film-là? Peut-être que ça aurait amené le film ailleurs? Je pense pas. C'est quand même des acteurs vraiment talentueux. Je pense qu'ils ont peut-être été mal dirigés. Ouais, Je suis très d'accord avec ça. exactement. Je pense que c'est les personnages, les archétypes qu'il aurait fallu changer, non pas les acteurs. Donc, on se dit quoi pour améliorer le film? On se dit C'est quoi le verdict, là? un autre réalisateur, Diagnostic, ouais. un autre réalisateur, un ton précis pour le film. Ouais. Peut-être des meilleurs dialogues, tu sais. Genre, Ouais. La fin, on enlève la main par la main, là. Ouais, c'est ça. Garder un peu de mystère. Ouais. Ben, on peut dévoiler du mystère à travers des images, puis à travers du raisonnement. là. C'est ça, ouais. Puis Moi, juste je du pense, raisonnement. J'ai l'impression que tu vois, c'est même pas un film à twist. Je trouve que c'est plus un film encore à retour de Rebondissement. Mais vraiment tout petit comme ça. Donc, est-ce que le film est sauvable ou non? Ah ouais, Moi, je non, pense moi, que je pense ouais. franchement, Ouais. c'était un truc qui avait du potentiel, vraiment. Parfait. Now You've Seen Me, c'est sauvable. You le Diablo, Alright, nouveau segment aussi, le quiz d'Arcalux. Wouhou! On sent comme au cercle avec Charles Lafortune. Ah non. Non. Donc, le quiz va avoir 4 segments, je vais vous expliquer à chaque fois. On va commencer avec les mauvais pitch, ou pitch unperfect, comme proposé par Victor. Donc, le but du jeu, c'est que je vais dire un mauvais pitch, c'est-à-dire un pitch de film qui existe, mais le dire de façon un peu exécrable. Et le but des gars, c'est de deviner quel est le film derrière ce pitch. Est-ce que tu comptes les points? Oui, je vais les compter. Est-ce qu'on est en équipe? Vous êtes en équipe, mon côté droit, mon côté gauche. Bon, je sais qu'on gagne, hein. Nous, on a une poignée de main. Les enfants, s'il vous plaît. Donc, si vous savez la réponse, vous levez la main ou vous faites un petit bruit. Ou bien, quand on en parlait pour le 0.5 secondes, dites Mark Wahlberg. Ça marche. Parfait. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, la première. Un vieux fou force un adolescent à sauver la relation de ses parents grâce à une voiture. Mark Wahlberg? Oui, Retour vers le futur. c'est une bonne réponse, même si l'image est... Parfait, on y va pour le C'est deuxième. assez accurate comme. Deux hommes sont lancés dans une quête pour récupérer l'âme de leur maître. Mark Wahlberg? Oui? Harry Potter? Non? Droit de réplique à l'autre équipe? Attends, on peut avoir quelques secondes. Oui, parlez-vous. Je répète. Ok, Men in Black. Non. Encore 5 secondes. Une dernière réponse, Victor? L'âme de leur maître. Le dernier maître de l'air. Non. Il s'agissait de Pulp Fiction. Ah, ça vaut pas de l'âme. Ouais? Ben la valise de Marcellus Wallace. Ah, ça, je savais pas ça. Mais non plus. Vous saviez pas? Non. Bon, je vous apprends aujourd'hui en primeur que dans la valise, il y a l'âme de Marcellus Wallace selon le lore. That's... what? J'ai été fait, moi, Alors j'ai ça. écouté Pulp Fiction. Mais en vrai, c'est un truc, moi j'avais toujours l'impression que dire oh, on le saura jamais, puis jusqu'à maintenant. Attends, on fait une pause de 2 minutes. Désolé de vous avoir spoilé Pulp Fiction. Et donc, le dernier, un vieil homme kidnappe un enfant et le cache en Amérique du Sud. On entend juste la... C'est pas aussi pire si t'avais un vieux buisson desséché qui roulait dans la salle. Encore 5 secondes. J'ai besoin de réponse? Man on Fire. Non. Droit de réplique rapide? L'itinéraire d'un enfant gâté. Non. Il s'agissait d'un film d'animation. Ah oui.
On passe au deuxième segment. Qu'est-ce que cette mélodie? Et donc, le but, c'est que je vais faire jouer une chanson provenant d'une soundtrack de film. Ils devront trouver de quel film provient la soundtrack. Donc, jusqu'à maintenant, c'est 1-0 pour l'équipe à ma gauche. Et donc, on y va pour la première chanson. Oui, Victor. Question. C'est une bonne réponse. On y va pour la deuxième. Oui! Mark Wahlberg. Oui, Us. oui, c'est une bonne réponse. What? C'était rapide. Et la troisième. Je tiens à préciser, celui-là provient d'une série. Mark Wahlberg. Ouais. Yannick. Non. Oui. Dexter. Non. Y a-t-il un droit de réplique après? Oh oui. Mark Wahlberg. Ouais. Stranger Things. C'est une bonne réponse. Oh man, j'ai eu peur, dude. J'étais comme, this sound is kind of familiar. Genre, au début, j'avais Tron un peu dans la tête. Puis j'étais comme, non, man, ça n'a pas été dans le fun. Parfait. Maintenant, on a un score égal de 2-2 et on y va pour le troisième jeu qui est Qui dit ça? Ça va, dans le fond, je vais dire la réplique d'un film. Il va falloir qu'il me trouve qui le dit et dans quel film. Est-ce que tu vas essayer de bien le jouer ou tu vas le jouer? Je vais essayer de bien jouer quand même. Ouh! Je vais faire du mieux que je peux. Oscar Contender! Vraiment pas. What's the most you ever lost on a coin toss? Putain. The Dark Knight. Non, The Dark Knight. Non. Il l'a pas! Non. Trop de répliques. Oh non, je suis con. Ben oui. C'est une bonne Même moi, réponse. je l'avais, Victor. Même moi, je l'avais. J'ai remarqué juste après, c'est dans la scène du. Oh non. Oh, je m'excuse. Vous pouvez aussi jouer chez vous à la maison. Oui, en effet. Et être autant déçu que Victor. On y va pour la deuxième. Don't say what, Dixon, when she comes in calling you a fuckhead. C'est un film de 2018. Ça tellement. Encore 3 secondes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'essaye? Est-ce que j'ai une réponse de quelconque côté? C'est un film qu'on a vu. Oui. Genre. Tout le monde a vu ça? En principe. La réplique venait de Three Billboards Outside Ebbing. Oh! C'est oui. Dixon, c'est le personnage de Sam Rockwell. Et la troisième. Ah, bah oui, je vois la scène. No, no, no. No, f*** you. You don't owe it to yourself. You owe it to me. Oh oui, oui. Oui. Victor est en réflexion profonde. Mark Wahlberg? Oui? C'est-tu dans. Attends. 3, 2, Il joue au Suspense? non. Non, ah, je vais me fracasser la tête sur la table quand tu vas dire la réponse. Encore 3 secondes. On n'a pas le droit à des indices. Est-ce qu'on a le droit à un lifeline? Maman! C'est un film de 1998. Oui! Merci, je l'ai. Mark Wahlberg. Oui, Good Will Hunting. bonne réponse. Oh, honey. Dans la scène où Ben Affleck. Ouais, très belle Je scène dis de ça. film d'ailleurs. Ouais. Ouais. Putain, Alex vient de me mettre un vent, puis c'est en caméra, je suis trop déçu. Je t'ai vu à quoi? Un vent? Et pas? Bah oui. Hein? Mais genre, je voulais qu'on se check, puis t'étais en mode genre. Ah. C'est pas comme ça, vous voyez pas. Et donc, avec un score de 4-2, nous entrons dans le dernier jeu qui s'appelle Freeze. On va avoir une freeze frame et les gars vont devoir deviner de quel film provient cette freeze frame. Donc, c'est ça, il va falloir que vous soyez peut-être un peu rapide là-dessus. Donc, on y va. Pause. Ouais, Peux-tu faire un caucus avec mon coéquipier? à propos de. L'autre, Allons-y pour la première.
Mark Wahlberg. Oui, Ça, c'est dans Spider-Man. bonne réponse. Lequel? Ok. Le deuxième. Mark Wahlberg. Oui, Man of Steel. non, Ah, Fight... Madame Wahlberg. oui. Fight Club. Bonne réponse. Alex qui fait une attaque. Et la troisième. Marky Mark. Ah, Mark Wahlberg. Oui. Mark Wahlberg. Drive. Bonne réponse. Ah, bruh. Wow. Yeah. Moi, 7. j'ai reconnu. 3 points. De quoi tu parles? Non. Là, on a fait genre un perfect. Là, on 4-2 sur la manche d'avant. C'est ça? Ouais. Moi, je serais très cumulard. Je compte les points. Et donc, On était à égalité. pour cette fois, on a une victoire de l'équipe à ma gauche. Oh! 7-2. Comment on se sent, les gars? Je me sens comme si je voulais aller retrouver ma mère et essayer de... Ben, tu peux l'appeler, hein, si tu veux. Ben, je peux pas l'appeler, il y a ma caméra qui est juste là. Bon, ben, les gars, ça a été très plaisant d'être avec vous cette semaine. Donc, ouais, on va finir avec nos coups de cœur de la semaine. Donc, je vous écoute. Quels films vous ont marqué cette semaine, les boys? Shutter Island. Écoute-moi, dans le fond des cas, je vais commencer. Je vais y aller avec un classique que j'ai réécouté récemment pour mon nouveau tatou qu'on voit juste ici, que je vais probablement mettre une image pour le montage. Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, qui est un film que j'ai adoré. Pour ceux qui ont lu mon article sur les top 10 qui ont marqué ma vie sur le blog, je rappelle, plan A, arcalux.ca. Donc, c'est ça, les gens qui savent. Ben, c'est pas pire, au moins on leur vend pas un VPN. Là. Pas encore. Mais c'est ça. C'est vraiment le film qui a marqué. Et c'est ça, je me suis dit, avant de me faire mon tatouage, qui était environ une semaine, je vais réécouter ce film. Et je l'ai fait. Et ce film est toujours aussi bon aujourd'hui. C'est le CGI tient la route. C'est Même- practical. Ouais, mais c'est parce que même les parties CGI, comme les gros. Il y a une espèce de gros insecte au début du film, là. C'est pas du practical, là. C'est carrément du CGI. Et genre, oui, ça vaut vraiment la peine de le réécouter parce qu'il est foutrement bon. Donc, ouais, le CGI tient super bien. Et Mercedes. On parle jamais de Mercedes, qui est selon moi genre un des meilleurs personnages du 21e siècle au niveau du cinéma. Elle est géniale de A à Z. Donc, Le Labyrinthe de Pan, un classique pour moi, toujours aussi excellent. Écoute, moi je poursuis. J'ai réécouté dernièrement, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu ce film-là, j'avais oublié. K-Pax. Ouais. Ouais, ça a passé proche d'être pour la semaine passée, mon pic là, pour la Ouais. twist. Là. Puis non, K-Pax, c'est quoi? C'est Jeff Bridges puis Kevin Spacey. Je connais pas le réalisateur. Puis ouais, c'est un film qui, à mon souvenir, il était bon, mais je pense... C'était pas... C'était pas aussi hot que ça. là. Ouais, mais encore aujourd'hui, je me dis que c'est pas si hot. C'est un de tes coups de cœur, alors. Ben non, mais je trouve que... Je sais pas, je le trouve intéressant. puis Il vient que- chercher de quoi en toi, genre? Ouais, c'est ça. Puis, non, c'est pas de la nostalgie nécessairement, c'est juste que je pense qu'il y a des idées, tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de films qu'on écoute, là, puis c'est juste des recettes sur des recettes sur des recettes. Ouais. tu sais. Puis quand on parlait de Disney il y a jadis longtemps, là, on a l'impression que tu sais, c'est toujours comme un petit peu la même histoire reshiftée, c'est toujours la même histoire d'amour, la même ci ou la même ça, le même meurtre ou le même twist. Puis ça, ben je sais pas, ça apporte des concepts que je vois pas souvent. Ouais. Ben moi, je vais dire Belle mon gueule. coup de cœur. Moi, mon coup de cœur, c'était... j'ai oublié le titre. Ah ouais. Guibord... C'est quoi? C'est Guibord s'en va au voyage? Ah oui, Guy Boss en guerre. Guibord s'en va à la guerre, ouais, c'est ça. Ouais. J'écoute pas vraiment beaucoup de films québécois, mais ça, c'est un film qu'on m'avait présenté, c'est justement Monsieur Alex ici qui m'avait montré. Puis j'ai vraiment eu un gros plaisir à l'écouter. Puis ouais, c'est ça, je dirais que ça devrait être un de mes coups de cœur. C'était pas cette semaine per se, c'est genre il y a comme 2 semaines, mais on peut tricher un petit peu. C'est ça. Les choix spontanés. Les choses pour moi. Pour mon cas, c'est un peu comme Alex et Samuel. Dans le fond, j'ai réécouté un film que j'avais déjà écouté au passé. C'était Hellboy 2 de Golden Army. Oh Oh. oui! Oh, Puis,
à chaque fois, je me dis, ce film est tellement bon, puis j'aime vraiment l'univers, l'espèce de. En tout cas, moi, probablement, genre la prochaine affaire que je m'achète, c'est probablement les comic books, là, honnêtement. Ouais. Ben, c'est Guillermo del Toro qui l'a réalisé, hein. On l'embrasse. Ouais, en effet. Guillermo, si tu m'écoutes, je t'aime. Moi aussi, je t'aime! Ah, là, c'est espagnol. Ouais, c'est ça. Guillermo, t'es cute! Et toi, Victor? Grâce à la VOD, on vit une petite période formidable qu'elle était, c'est que ça me permet de rattraper tous les films que j'ai manqués l'année passée, 2019. Ouais. Et un qui m'a particulièrement plu parce que j'étais très surpris, c'est Knives Out de Ryan Johnson, Ouais. réalisateur du meilleur Star Wars. C'est Tom Cruise. Mais ouais, j'étais agréablement surpris parce que le trailer, j'en avais pas entendu parler de ce film quand il était en préparation. J'ai découvert le trailer quelques semaines avant sa sortie, qui était genre début décembre, il me semble, ou fin novembre. Mhm. Et j'ai pas pu le voir au cinéma, mais je l'ai vu cette semaine. Et il a été vendu comme un espèce de thriller, film Ouais. policier. Comédie noire un peu. L'histoire de genre résoudre une enquête dans un manoir. À la Agatha Christie, là, carrément. Sauf que le film ne traite pas du tout de ça. Oh? Ça part comme ça, et je trouve justement, on dit les bandes annonces lâchent beaucoup trop, et puis pour ce film, c'est pas le cas. Oh! Et je tiens pas trop à en dire, mais déjà le casting est incroyable. Ça fait du bien de voir des acteurs comme Chris Evans sortir dans un autre registre, justement. Révélation, Ana de Armas aussi, actrice exceptionnelle. Et ce qui m'a vraiment plu dans ce film, sans trop en dire, c'est que c'est peut-être le meilleur film anti-Trump que j'ai vu. Oh! Donc voilà. C'est vraiment un must-see. Si vous avez aimé Brick, si vous avez aimé Looper, c'est l'étape au-dessus de Ryan Johnson. C'est les Star Wars de Last Jedi aussi. Mais non, vraiment incroyable. Très très bon film. Parfait. Eh bien, c'est ce qui va clore pour cette semaine. Donc, on vous remercie beaucoup d'avoir été là avec nous dans cette salle où il fait excessivement chaud en ce moment. Et on espère que vous allez être là pour la semaine prochaine où on va parler d'autres sujets, encore par rapport au cinéma, toujours avec la même joie, les mêmes personnes. Donc, à la prochaine, merci. Bye bye, merci beaucoup.